Avant l'aube du 3 janvier 2026, les troupes américaines ont capturé le président du Venezuela et l'ont fait sortir du pays par avion. En quelques jours, 40 millions de barils de pétrole vénézuélien étaient en route vers le nord. Ce qui soulève une question. Si l'Amérique produit plus de pétrole que n'importe quel autre pays sur Terre, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie, plus que n'importe quelle nation dans l'histoire du pétrole, pourquoi a-t-elle encore besoin de celui du Venezuela ? Le pays le plus riche en pétrole de l'histoire ne peut fonctionner seulement avec sa propre production, et ce n'est pas lié à la politique. Tout est lié à la géographie, à la chimie, et à une série de décisions concernant les infrastructures prises il y a 50 ans, que personne n'a voulu revenir sur. En 2025, les puits américains ont extrait un record de 13,6 millions de barils de pétrole brut chaque jour. Et puis, ces mêmes jours, les États-Unis ont acheté 6,2 millions de barils supplémentaires à l'étranger. Le principal producteur de pétrole était aussi l'un des plus gros acheteurs, mais cela devient encore plus étrange. Au même moment où l'Amérique importait des millions de barils, elle en exportait aussi des millions. En 2025, environ 4 millions de barils de brut américains quittaient le pays chaque jour, tandis qu'environ 6 millions de barils étrangers arrivaient. Le pétrole circulait dans les deux sens en même temps. Même après tout cela, l'Amérique avait encore un déficit d'environ 2,2 millions de barils par jour. Le brut qui quittait le pays et celui qui arrivait n'étaient pas interchangeables. C'étaient des produits complètement différents. Et cette différence constitue tout le mystère. Pour comprendre, il faut revenir à une époque où cela paraissait impossible. Pendant près de 50 ans, la production pétrolière américaine allait dans le sens inverse. La production baissait sans cesse, tandis que les importations augmentaient. Le pays semblait peu à peu manquer de pétrole. Puis, vers 2009, deux anciennes technologies se sont associées. Les foreurs ont appris à fracturer la roche de schiste et à diriger les puits horizontalement sur des kilomètres sous terre. Le résultat a été l'un des booms énergétiques les plus rapides de l'histoire. En à peine 6 ans, la production de pétrole américaine a presque doublé. Les États-Unis sont passés de l'inquiétude face aux pénuries à une surabondance de brut. Et le reste du système pétrolier du pays n'a pas pu suivre le rythme. Puis l'industrie a découvert un problème auquel personne ne s'était préparé. Ce n'était tout simplement pas le pétrole dont l'Amérique avait besoin. Le schiste américain produit du pétrole léger. Il est léger, pauvre en soufre et facile à raffiner. Cependant, les plus grandes raffineries américaines de la côte du Golfe n'étaient pas conçues pour ce pétrole. Des années d'investissement les avaient préparées à l'inverse. Au pétrole lourd, il est épais et chargé d'impuretés. C'est le genre de pétrole qui nécessite d'énormes traitements pour être transformé en quelque chose d'utile. Alors que les foreurs inondèrent le marché de pétrole léger, le système de raffinage du pays était conçu pour consommer du pétrole lourd. Les machines principales des installations étaient ce qu'on appelle des unités de coquefaction. Une unité de coquefaction traite la boue goudronneuse laissée au fond d'un baril de pétrole lourd, la partie qui serait autrement presque sans valeur, et la transforme en essence, diesel, kérosène et autres produits. Plus l'unité de coquefaction est grande, plus la raffinerie peut traiter du brut lourd de façon rentable. La côte du Golfe des États-Unis possédait certaines des plus grandes unités de coquefaction au monde. Si vous alimentez une usine comme celle-là avec du pétrole de schiste léger, la plupart des machines n'ont rien à faire. C'est un peu comme verser de l'essence dans un moteur diesel. Ça fonctionne, mais mal. Il y a moins de carburant par baril, un mauvais mélange de produits, et au final une facture plus élevée. On dirait que c'est là le problème. Sauf que non, ce n'est que le début. Cela explique seulement pourquoi le problème existe. Ça n'explique pas pourquoi l'Amérique a quand même dû aller chercher du pétrole ailleurs. La côte du Golfe n'est pas seulement un ensemble de raffineries. Plus de la moitié de tout le raffinage américain se fait le long de ce littoral. Chaque jour, elle consomme plus de brut que la plupart des membres de l'OPEP n'en produisent. Et presque tout a été construit pour du pétrole brut lourd. Ce pétrole brut lourd arrivait autrefois du Venezuela et du Mexique. Lorsque l'industrie pétrolière du Venezuela s'est effondrée et que le Mexique a commencé à garder une plus grande partie de sa production pour lui, les raffineries ne se sont pas reconstruites d'elles-mêmes. Elles ne le pouvaient pas. Alors, elles sont allées chercher ailleurs. Elles ont trouvé des barils de remplacement dans les sables bitumineux du Canada, acheminés par pipeline à travers un continent. Elles en ont trouvé plus dans les bruts lourds du Golfe Persique, expédiés par pétroliers à travers l'océan. Ensuite, les raffineurs ont innové en mélangeant différents pétroles bruts. Le pétrole léger extrait du schiste américain n'était pas inutile. En fait, les raffineurs en voulaient une partie. Ils mélangèrent les barils américains légers avec les barils lourds importés, créant ainsi le mélange exact pour lequel leur raffinerie avait été conçue. Pendant ce temps,
Les gisements de schiste débordaient toujours de pétrole léger. Donc, le surplus de pétrole était expédié à Rotterdam et vers des raffineries en Corée du Sud et au Japon, construites spécialement pour cela. En d'autres termes, le pétrole le plus propre des États-Unis ne restait pas en Amérique. Il allait partout ailleurs. Et en même temps, les États-Unis faisaient le contraire. Ils importèrent du pétrole lourd, ce pétrole épais et tenace pour lequel leurs propres raffineries étaient conçues. Chaque étape de ce commerce rapporte de l'argent à quelqu'un. Chaque étape lie aussi les prix de l'essence américaine aux décisions prises ailleurs, à Ottawa, à Riyad et à partir de 2026 à Téhéran. Vous pouvez observer cette contradiction se jouer dans un seul ensemble de ports. Imaginez le chenal maritime de Houston, Corpus Christi, Port Arthur et Beaumont. Au cours d'une marée, un pétrolier quitte le port chargé de pétrole du Texas occidental à destination de la Corée du Sud. Au cours de la même marée, un autre pétrolier arrive, transportant du brut du Canada ou d'Irak. Ils se croisent dans le chenal. Le pétrole d'un pays part pendant que celui d'un autre arrive, le même jour, au même quai. La géographie y joue un rôle important. Le pétrole américain vient de 3 grandes régions, la principale étant le bassin permien, situé dans l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique. À lui seul, il produit près de la moitié de tout le pétrole brut américain, soit environ 6,6 millions de barils par jour. Bien plus au nord, en Alberta, se trouvent les sables bitumineux, et un réseau de pipelines devait relier toutes ces régions entre elles. Mais le système n'a jamais été entièrement achevé. L'élément clé manquant était Keystone XL. Le pipeline était conçu pour transporter 830 000 barils par jour de pétrole brut lourd de l'Alberta, en passant par le Nebraska jusqu'au golfe du Mexique. Son permis a été révoqué en janvier 2021, et la société a abandonné le projet plus tard cette année-là. Le pétrole lourd qu'il devait transporter continue néanmoins d'être pompé. Il descend simplement vers le sud par train et par d'anciens pipelines à la place. C'est plus lent et plus coûteux à chaque étape. Une autre source est presque totalement oubliée. Loin au nord-ouest se trouve l'Alaska. Son pétrole vient du versant nord de l'Alaska et parcourt 1300 km vers le sud via l'oléoduc Trans-Alaska, qui transportait la majeure partie de la production américaine à ses débuts. Aujourd'hui, il fonctionne à une fraction de sa capacité maximale, et son emplacement l'a limité. La plupart de ce pétrole ne va pas vers l'est, pas sans entraîner des coûts importants. Donc, la majorité va vers la côte ouest, le seul endroit qu'il peut atteindre à moindre coût. L'Amérique ne peut même pas acheminer ses barils d'Alaska vers l'est. Rassembler tout sur une carte ne montre pas une indépendance énergétique. Les États-Unis ont le pétrole et ont simplement bâti l'infrastructure pour une autre qualité de brut. La seconde raison pour laquelle l'Amérique ne peut pas fonctionner uniquement avec son pétrole n'est pas liée à la chimie. Parfois, le brut est du bon type. Le pétrole léger américain est si raffiné sans problème aux États-Unis pour produire du carburant. Le souci survient après. Ce carburant ne circule pas toujours efficacement à l'intérieur du pays, et la raison remonte à plus d'un siècle. C'est une loi écrite en 1920, le Jones Act. Cela ressemble à une note de bas de page dans l'histoire, mais cela dicte une grande partie de la façon dont le pétrole circule à l'intérieur des États-Unis. Elle stipule que toute cargaison expédiée entre 2 ports américains doit être transportée sur un navire construit aux États-Unis, appartenant à des Américains, battant pavillon américain et doté d'un équipage américain. Adoptée après la Première Guerre mondiale, elle visait à protéger les chantiers navals et marins américains, en prévoyant une flotte nationale pour un futur conflit. 100 ans plus tard, cette flotte a un tout autre visage. Il ne reste qu'un petit nombre de pétroliers qui répondent encore aux critères pour le transport intérieur. La plupart sont déjà utilisés pour transporter le brut d'Alaska vers la côte ouest. Ils sont encore moins nombreux pour le carburant raffiné le long des côtes. Quand l'offre est aussi limitée, tout change. Un pétrolier soumis au Jones Act peut coûter 3 à 4 fois plus cher à exploiter qu'un navire battant pavillon étranger. Sa construction peut coûter environ 200 millions de dollars, contre environ un quart de ce montant dans un chantier naval asiatique. Et comme il y en a si peu, le coût du transport du pétrole à l'intérieur du pays a grimpé à plusieurs fois le tarif mondial. Donc, même lorsque l'Amérique a le bon pétrole au bon endroit, il ne circule pas toujours comme on pourrait s'y attendre. La côte ouest rencontre le même problème, mais depuis l'autre côté de la carte. La Californie, l'Oregon et l'État de Washington sont en fait coupés de la côte du golfe du Mexique. Acheminer le pétrole d'est en ouest signifie soit traverser les montagnes rocheuses, soit l'envoyer jusqu'au canal de Panama pour y passer. La loi Jones complique encore les choses, car même le pétrole transporté le long de la côte doit utiliser une petite flotte nationale coûteuse. Ainsi, la côte ouest dépend fortement des importations maritimes, y compris une partie du pétrole brut, plus lourd, provenant du golfe Persique.
La Californie aggrave encore le problème. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. L'État exige un mélange spécial d'essence plus propre que très peu de raffineries en dehors de ses frontières produisent. Donc, lorsqu'une seule raffinerie californienne tombe en panne, l'État le ressent presque immédiatement. En 2025, un incendie a ravagé la raffinerie El Segundo de Chevron près de Los Angeles. L'usine produit environ 1/6 du carburant de la Californie, et les prix ont grimpé en flèche en quelques jours. À cause du Jones Act, le carburant ne peut pas venir du Texas, et le mélange spécial de Californie n'est pas facilement disponible sur les marchés étrangers. Donc, la Californie se retrouve isolée des deux côtés. C'est en grande partie pour cela qu'elle a certains des prix de l'essence les plus élevés du pays. Mais ce n'est pas tout. Pour transporter du carburant de la côte du golfe du Mexique à la Californie, les expéditeurs sont parfois passés par les Bahamas, non pour gagner du temps mais à cause des règles en vigueur. Le stock de mélange américain est chargé sur un navire battant pavillon étranger, envoyé hors du pays, puis mélangé au large et renvoyé vers la côte ouest. C'est une façon de contourner la loi Jones. Donc, l'itinéraire intérieur le plus court n'est plus le moins cher. L'itinéraire le moins cher quitte d'abord le pays, et cela rend les États-Unis vulnérables. Après la fermeture du détroit d'Ormuz début 2026 et la hausse du carburant, la Maison-Blanche a rapidement demandé une dérogation à la loi Jones. En mars 2026, elle a suspendu cette loi centenaire pendant 30 jours afin que des pétroliers étrangers moins chers puissent transporter du carburant entre les ports américains pendant la crise. Un pays qui doit suspendre sa propre loi sur la navigation pour transporter du carburant le long de son propre littoral vous dit quelque chose de très simple. Il n'a pas assez de navires. Ce n'est pas seulement le carburant civil qui dépend de ces navires non plus. Le réseau d'approvisionnement en carburant de la marine pour la côte Est et les bases du Golfe dépend du même parc de pétroliers que tout le monde. Lorsqu'un ouragan ou une panne de raffinerie retire l'un de ces navires de la rotation, la même panique qui fait grimper les prix dans une station-service de Houston complique aussi la rapidité avec laquelle l'armée peut déplacer du carburant entre ses propres ports. Le pays qui possède plus de porte-avions que le reste du monde réuni doit tout de même rationner sa flotte nationale de pétroliers entre Wall Street, Main Street et le Pentagone. L'Amérique est piégée. C'est un pays qui ne peut pas livrer son propre pétrole à son peuple, pas sans utiliser les navires de quelqu'un d'autre, les raffineries de quelqu'un d'autre ou le brut de quelqu'un d'autre. Mais avant de dire qu'il est brisé, il y a une autre possibilité. Il se peut qu'il fonctionne exactement comme prévu. Simplement pas pour la personne qui achète à la pompe à essence. Lorsque ExxonMobil extrait un baril du Permien, il le vend sur le marché mondial au prix international. Après avoir racheté Pioneer Natural Resources, Exxon contrôle désormais une énorme part de ce bassin. Exporter le pétrole à l'étranger garantit le meilleur prix possible. Cela évite aussi que le marché intérieur ne soit inondé de brut léger que personne ne peut utiliser. En avoir trop sur le marché intérieur fait baisser les prix au puits, comme cela s'est produit avant 2015. Donc, exporter est la décision la plus intelligente à prendre, et c'est exactement ce qui est récompensé. La plus grande raffinerie pétrolière des États-Unis est Motiva à Port Arthur, Texas. Elle traite environ
650 000 barils par jour, et elle appartient entièrement à Saudi Aramco. La plus grande raffinerie américaine arbore un drapeau saoudien. Le long de la côte, il y a d'autres géants. Valero, le complexe de Galveston Bay de Marathon, la raffinerie de Chevron à Pascagoula dans le Mississippi, construite autour des brutes vénézuéliens. Chacune de ces entreprises a passé des décennies à perfectionner une chose: transformer du pétrole brut lourd, sale et bon marché en diesel, kérosène et produits chimiques. La différence entre ce que les raffineurs perdent pour un baril de brut lourd et le prix auquel ils vendent les produits raffinés, c'est là que l'argent se fait. C'est le modèle économique. Et c'est pourquoi le brut lourd compte autant pour eux. Y renoncer ne changerait pas seulement leur matière première. Cela supprimerait la seule spécialité de ces raffineries, transformer le pire pétrole en carburant précieux, avec des marges supérieures à ce qu'on imagine. Le brut lourd est presque toujours vendu à prix réduit. Le pétrole lourd canadien se vend régulièrement plusieurs dollars de moins que les qualités américaines plus légères. Lorsque les oléoducs sont saturés, cet écart peut encore s'accentuer. Ainsi, une raffinerie capable de le traiter est payée 2 fois. Elle achète le baril bon marché et vend l'essence, le diesel et le kérosène au prix fort. Plus le pétrole brut est de mauvaise qualité, plus le profit est important, ce qui signifie que le système ne récompense pas le pétrole le plus propre. Il récompense les raffineries capables de tirer le meilleur parti du baril le plus sale. Alors pourquoi ne pas simplement garder le pétrole léger chez nous ? Si le pétrole de schiste ne convient pas aux raffineries américaines et que le pays l'exporte de toute façon, la solution évidente semble simple: arrêter les exportations. Forcer le système à utiliser ce qu'il a déjà. Le fait est que l'Amérique a déjà essayé cela. De 1975 jusqu'en décembre 2015, les exportations de pétrole brut étaient essentiellement interdites. La loi, issue des chocs pétroliers des années 1970, visait à empêcher l'exportation du pétrole brut américain, alors que les Américains faisaient la queue à la pompe. Pendant 4 décennies, elle a tenu, puis le boom du schiste l'a brisé. Au début des années 2010, les foreurs produisaient plus de pétrole léger que ce que le raffinage national pouvait absorber. Les réservoirs de stockage se remplissaient. Les prix à la tête de puits ont commencé à s'effondrer, alors même que le reste du monde payait beaucoup plus cher pour le même baril. Les producteurs se retrouvaient avec du pétrole qu'ils ne pouvaient pas vendre à un prix rendant le forage rentable. Alors, en décembre 2015, le Congrès a levé l'interdiction. Cela a fonctionné exactement comme prévu. Le pétrole de schiste américain a trouvé un marché mondial. Les prix se sont stabilisés. Les producteurs ont continué à forer. Le boom du schiste, qui a fait des États-Unis le premier producteur mondial de pétrole, avait besoin de cette soupape d'exportation pour survivre. Mais cela a aussi figé le déséquilibre. Lorsque le pétrole léger américain a trouvé un débouché rentable, il n'y avait plus de pression pour adapter les raffineries incapables de l'utiliser. Pourquoi investir 2 milliards de dollars et 10 ans pour réaménager l'usine de Beaumont, alors que le pétrole pourrait partir à Rotterdam et s'y vendre plus cher qu'ici? Rétablir l'interdiction maintenant ne résoudrait pas le problème de composition. Cela ferait simplement chuter le prix du pétrole de schiste, sans marché intérieur pour absorber l'excédent. La décision de 2015 était la solution la plus simple. Et une fois cette voie empruntée, la modernisation des raffineries a cessé d'être urgente. C'est devenu le problème de quelqu'un d'autre, indéfiniment. La côte du golfe du Mexique est aussi l'un des plus grands centres chimiques du monde. Tout le système fonctionne avec ce qui reste après le raffinage du pétrole lourd, ainsi qu'avec le gaz de schiste bon marché. Les mêmes complexes qui transforment le pétrole en diesel alimentent aussi les unités qui produisent les éléments de base du plastique et des engrais. Les matières premières ne venaient pas de contrées lointaines. Elles étaient déjà là, arrivant par pipeline et par pétrolier. Si vous changez le type de brut qui entre dans une raffinerie, vous ne changez pas seulement l'essence, vous changez tout ce qui en découle. Les plastiques, les engrais, même certaines parties de l'agriculture. Une raffinerie n'est pas une installation isolée, c'est le point de départ d'une chaîne industrielle bien plus vaste. Pourquoi la construire ainsi ? Dans les années 70 et 80, les raffineurs investissaient massivement dans des équipements tels que les unités de coquefaction. L'industrie pensait que le pétrole léger facile d'accès était en train de disparaître. L'avenir appartenait au pétrole brut lourd. Des milliards ont été investis pour adapter les raffineries à ce pétrole, ce qui semblait juste un temps. Puis le boom du schiste est survenu, apportant une nouvelle source d'approvisionnement. Cela a complètement changé le type d'approvisionnement. Les raffineries n'ont pas échoué. Elles ont simplement été préparées pour un monde qui n'est jamais arrivé. Et maintenant, les parties les plus coûteuses de ces usines ne peuvent pas être retirées sans démanteler l'économie qui maintient le système en place. C'est devenu une question d'argent. Lorsque ExxonMobil a décidé d'ajouter une capacité de traitement de brut léger à sa raffinerie de Beaumont, ils ont construit une nouvelle unité.
Son surnom était Blade, et elle a coûté 2 milliards de dollars. L'idée a été évoquée autour de 2014 et n'a été mise en service qu'au début de 2023. Cela a pris presque une décennie. Et cela n'a ajouté que 250 000 barils par jour, et c'était l'option la plus facile. Cela n'a ajouté qu'une capacité de traitement du brut léger, sans retirer les unités de traitement du brut lourd. L'option difficile signifie démanteler et reconstruire plus de 50 grandes raffineries. Ce projet aurait coûté environ 300 milliards de dollars et aurait pris entre 10 et 15 ans à réaliser. Aucune entreprise privée n'accepterait de payer une telle somme volontairement. Le gouvernement fédéral n'a jamais financé une reconstruction industrielle privée à une telle échelle. Ensuite, la composition des produits entre en jeu. Le pétrole brut lourd ne sert pas qu'aux raffineries, il influence aussi ce que le pays en tire. Raffiner un baril de brut lourd produit plus de diesel, de kérosène, de carburant marin et des matières premières pour plastiques et engrais. Le diesel n'est pas un carburant de niche, il fait tourner l'économie. On le trouve dans les camions qui approvisionnent Walmart et Amazon, les moissonneuses-batteuses des grandes plaines, et les avions au-dessus de nous. Le brut léger oriente plutôt la production vers l'essence. Si tout le système évoluait ainsi, diesel et kérosène se raréfieraient d'eau justement lorsque transport, agriculture et aviation en dépendraient le plus. L'impact ne reste pas confiné à l'intérieur des raffineries, il se répercute sur les prix des produits alimentaires, les coûts d'expédition et les billets d'avion. Toute l'industrie en ressent les effets. Léondell Basel a fermé sa raffinerie de Houston d'une capacité de 264 000 barils par jour à la fin de 2023, après des tentatives de vente infructueuses. Phillips 66 ferme sa raffinerie de Los Angeles. Depuis 2020, les États-Unis ont perdu environ 1 million de barils par jour de capacité de raffinage. Lorsqu'une raffinerie ferme, c'est définitif. Donc, au lieu de reconstruire pour un mélange de brut différent, le système mise encore plus sur le type qu'il s'est déjà traité. Ce qui nous amène à la relation la plus importante du secteur énergétique américain. Le Canada fournit maintenant plus de la moitié des importations de pétrole des États-Unis, dépassant 60% certaines années. La majorité est du brut lourd provenant des sables bitumineux, pour lequel les raffineries du Golfe et du Midwest sont conçues. Pendant des années, le problème n'était pas la demande, mais d'en faire sortir suffisamment du Canada. Cela a changé en mai 2024. L'agrandissement de Trans Mountain a été inauguré après des années de retard, et environ 34 milliards de dollars canadiens de surcoût. Cela a presque triplé la capacité du pipeline, passant d'environ 300 000 barils par jour à 890 000. Mais le détail le plus important, c'est la direction dans laquelle il circule. Il va vers l'ouest jusqu'à un terminal maritime près de Vancouver, et non pas vers le sud, aux États-Unis. Ce détail change tout. Depuis l'ouverture de la ligne, le Canada expédie une grande part de ce nouveau pétrole vers l'Asie, augmentant fortement ses exportations hors des États-Unis. Le pays sur lequel repose le système américain s'est construit une porte dérobée, et il a commencé à l'utiliser. Les conflits commerciaux et droits de douane entre Washington et Ottawa ont dégradé une vieille relation. La chaîne d'approvisionnement est désormais plus exposée à la politique. Le Mexique, l'autre fournisseur traditionnel de brut lourd, dérive dans la même direction pour des raisons différentes. Pemex voit décliner ses gisements vieillissants et une plus grande part de son brut lourd alimente maintenant les raffineries nationales, laissant moins à exporter. Mais ce n'est pas qu'une question de côte du Golfe. La plupart du pétrole brut canadien n'atteint jamais le Texas. Il s'écoule plutôt vers le Midwest américain. La raffinerie Whiting de BP sur la rive du lac Michigan est la plus grande de la région. Elle a été reconstruite pour traiter le pétrole des sables bitumineux canadiens. Donc, lorsqu'une guerre commerciale éclate, le coût ne reste pas théorique. Les tarifs douaniers s'appliquent à l'énergie canadienne, et la facture se répercute à la pompe. Et il y a une raison à cela. Tous ceux qui ont le pouvoir de changer cela en profitent. Producteurs de pétrole de schiste, raffineurs qui font tourner les unités lourdes, sociétés de négoce, rares chantiers navals soutenus par le Jones Act, entreprises chimiques, tous sont répartis sur la côte du Golfe. Chacun d'eux est un groupe organisé avec de l'argent, des lobbyistes et une place à la table. Et chaque élément de cet arrangement a été présenté au nom de la sécurité. Garder le pétrole chez nous, garder les navires américains, garder les raffineries en activité. Une fois que ces systèmes sont en place, changer l'un d'entre eux signifie que quelqu'un subit une perte évidente. Donc, les choses restent inchangées. Les personnes qui en profitent forment un groupe restreint. Les coûts sont répartis sur tout le reste de la population. La plupart du temps, rien de tout cela n'est visible. Le pétrole circule, les raffineries tournent, les pompes sont pleines, et le système tourne en arrière-plan de la vie quotidienne. Personne,
en faisant le plein dans l'Ohio, n'y pense vraiment. Puis, quelque chose se dérègle quelque part dans le monde, et tout le système réagit instantanément. Le premier grand test de résistance de cette époque a eu lieu en février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. La production pétrolière américaine atteignait alors un niveau quasi record de 11,6 millions de barils par jour. En 4 mois, le prix moyen national de l'essence a dépassé 5 $ le gallon, son niveau le plus élevé jamais atteint. Les politiciens ont tenu des conférences de presse devant des stations-service et convoqué les dirigeants pétroliers au Congrès, sans résultat. Le prix du carburant en Amérique est fixé à la marge mondiale, et lorsque ce marché marginal est touché par la guerre, tout le marché bouge d'un coup. Une production record aux États-Unis n'a pas protégé un automobiliste américain d'une bataille de chars en Europe de l'Est. Le pétrole américain est fixé par rapport à une référence appelée West Texas Intermediate, ou WTI. Il est lié à un centre de stockage à Cushing, Oklahoma, carrefour où les oléoducs convergent et où l'on mesure les barils. L'autre référence majeure est le Brent, lié à d'anciens gisements en mer du Nord. Presque chaque baril aux États-Unis est fixé par rapport à l'un de ces deux indices. Et ces indices évoluent en fonction de l'offre et de la demande dans le monde entier. Donc, lorsqu'une guerre effraie le marché, les indices grimpent et cette hausse se répercute dans la poche des consommateurs. Une station-service au Kansas ignore la production d'un puits de Texan ce matin-là et fixe son prix selon un tarif mondial établi à des milliers de kilomètres. C'est pourquoi un baril extrait au Texas et un baril extrait en Arabie Saoudite évoluent de la même façon, même s'il y a un océan entre eux. Lorsque les prix ont grimpé en 2022, le pays a puisé dans la réserve stratégique de pétrole. Ce sont des centaines de millions de barils de brut stockés sous terre dans d'immenses cavernes salines sous la côte du golfe du Mexique, au Texas et en Louisiane. Une sorte de tirelire nationale contenant plus de 700 millions de barils lorsqu'elle est pleine. En 2022, l'administration Biden a libéré environ 180 millions de barils pour calmer la panique après l'invasion de l'Ukraine. Cela a fait chuter la réserve à son niveau le plus bas depuis les années 1980. Depuis, elle a été partiellement reconstituée, atteignant environ 365 millions de barils. Cela semble beaucoup, mais ça ne l'est pas. Même si elle était vidée à vitesse maximale, elle ne couvrirait qu'une fraction de la demande quotidienne des États-Unis. Et la reconstituer prend des mois. Elle peut atténuer le choc, mais elle ne peut pas isoler le pays du monde à l'origine de ce choc. Pour comprendre pourquoi une nation aussi riche en pétrole continue de s'impliquer dans les guerres des autres, regardez un fournisseur, celui qui était censé rendre tout cela inutile. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète, plus que l'Arabie Saoudite, le Canada ou l'Irak. La plupart se situent dans la ceinture de l'Orénoque et concernent du brut extra lourd, adapté aux raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique. Pendant des décennies, le brut lourd vénézuélien a été acheminé vers Houston, Corpus Christi et Lake Charles. Les raffineries étaient tellement construites autour de ce brut que la compagnie pétrolière nationale du Venezuela possédait même une partie du système en aval à l'intérieur des États-Unis. Grâce à Citgo, elle contrôlait d'importantes raffineries à Lake Charles, Corpus Christi et Lamont, traitant bien plus de 700 000 barils par jour, et puis tout s'est effondré. Hugo Chavez a pris le contrôle de l'industrie pétrolière et a saisi les actifs des grandes compagnies étrangères. En 2007, ExxonMobil et ConocoPhillips sont partis. Ils poursuivent encore des demandes d'indemnisation d'environ 2 milliards et 10 milliards de dollars, respectivement. Il a aussi vidé de sa substance le savoir-faire technique qui permettait aux champs pétroliers de fonctionner. La production est passée d'environ 3,2 millions de barils par jour en 2000 à moins d'1 million. À la fin de 2025, le pays tournait péniblement, autour d'1 million, 250 000 barils par jour. Le pétrole brut lourd n'arrivait plus jusqu'à la côte du Golfe. Les raffineries Citgo, isolées après les sanctions contre leur société mère, ont été entraînées dans une vente aux enchères ordonnée par un tribunal du Delaware. Les raffineries américaines, adaptées au brut vénézuélien, ont été vendues pour compenser l'effondrement du Venezuela. Washington n'allait pas rester inactif face à cette situation. Les États-Unis ont ouvertement soutenu le coup d'État de 2002, qui a brièvement renversé Chavez. Ils ont reconnu le gouvernement issu du coup d'État presque aussitôt qu'il s'est formé. Dans les années suivantes, la pression sur le secteur pétrolier vénézuélien a augmenté et les restrictions financières se sont renforcées. Et avec le temps, les sanctions se sont étendues au commerce de l'énergie lui-même. La raison officielle a toujours été la démocratie et les droits de l'homme. Et le bilan du Venezuela dans ces deux domaines est largement critiqué. Mais bien sûr, il y a une autre raison, plus opaque. L'effondrement du Venezuela a éliminé une des principales sources de pétrole brut lourd pour la côte du Golfe des États-Unis.
La dépendance envers le Canada a comblé l'espace laissé par le Venezuela. Il en va de même pour le lien avec Riyad et l'exposition au golfe Persique. Pendant 20 ans, Washington a essayé tous les moyens, sauf l'invasion. Puis, en janvier 2026, il a changé de tactique. Nicolás Maduro a été capturé par les forces américaines à Caracas et transporté à New York pour des accusations de narcoterrorisme. Dans les semaines suivantes, un nouveau gouvernement a été mis en place à Caracas, sous la direction de l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez. Ce gouvernement a rapidement annoncé qu'il était prêt à rouvrir le secteur pétrolier du Venezuela, sous la direction des États-Unis. Washington a agi rapidement. Il a commencé à ramener des dizaines de millions de barils de brut sur le marché. Chevron, la seule grande entreprise qui n'a jamais complètement quitté le Venezuela, était en position de diriger les opérations sur le terrain. Ces raffineries de la côte du Golfe recevaient leur brut vénézuélien. Et le Venezuela n'est qu'un volet du mode opératoire. En 1990, l'Irak de Saddam Hussein a envahi le Koweït. Les États-Unis ont rassemblé une force d'environ 500 000 soldats pour le repousser. En 2003, ils sont allés plus loin et ont carrément envahi l'Irak, invoquant des armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées. Mais l'Irak avait autre chose. Certaines des plus grandes réserves de pétrole brut lourd du Moyen-Orient. 2 décennies plus tard, le pétrole brut irakien continue de circuler sur le marché mondial, y compris des exportations vers les États-Unis à raison d'environ 100 000 à 200 000 barils par jour, selon les années. Conflits différents, même ressources sous-jacentes, et dans les 2 cas, le pétrole n'a jamais cessé de circuler. Venezuela, Irak, 2 décennies différentes, 2 justifications différentes, 2 présidents différents, issus de 2 partis différents. Mais en réalité, c'est le même scénario. Il n'a jamais vraiment été question des prix à la pompe. Un groupe à Caracas, un demi-million de soldats envoyés dans le golfe Persique, des sanctions qui ont fait tomber toute une compagnie pétrolière nationale. Ce n'est pas le genre d'effort qu'un gouvernement déploie simplement pour le confort des consommateurs. C'est le genre d'effort qu'un gouvernement consacre à un problème qu'il considère comme existentiel. Le système de raffinage de la côte du Golfe n'est pas seulement la source de l'essence, mais aussi du diesel, du carburant pour avions et pour la marine. Les forces armées des États-Unis sont le plus grand consommateur institutionnel de carburant au monde. Une grande partie de ce qui les fait fonctionner provient des mêmes mélanges de brut lourd mentionnés dans cette histoire. Donc, quand Washington perd un fournisseur de pétrole brut lourd, il ne perd pas seulement un vendeur, il perd de la sécurité. Et cela vaut un coup d'État. Cela vaut une invasion. Cela vaut la peine de faire venir un chef d'État à New York menotter. Nous l'avons vu à nouveau lorsque l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz début 2026. La route d'exportation de pétrole la plus fréquentée au monde s'est arrêtée presque du jour au lendemain. L'essence qui était restée autour de 3 $ le gallon a augmenté d'environ 30% en quelques semaines, approchant les 4 $. Le Brent a dépassé les 110 $ le baril. Le brut américain a franchi la barre des 100 $. Et rien de tout cela n'avait d'importance, même si les États-Unis produisaient encore du pétrole à des niveaux presque records. Mais ce n'est pas la production qui fixe le prix, c'est la marge mondiale qui le fait. Et lorsque cette marge s'effondre, le choc ne reste pas à la pompe, il se propage. Le diesel augmente, puis les coûts du transport routier, la nourriture et tout ce qui est transporté par camion. Un prix du diesel plus élevé se retrouve dans les céréales, dans les engrais, dans le bois. Le kérosène augmente à son tour, et soudain, les vols coûtent aussi plus cher. Personne ne relie un détroit inconnu à la situation. Les médias évoquent les missiles dans le golfe Persique, mais le coup s'étend partout. Et cette fois, le pays a vidé sa tirelire. À la mi-mars 2026, Washington a libéré environ 172 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole. C'était la plus grande déstockage d'urgence de pétrole jamais effectuée par un seul pays dans l'histoire. Cela a conduit à une libération conjointe d'environ 400 millions de barils par 32 nations alliées. Tout cela a été déclenché par la fermeture d'un détroit à l'autre bout du monde. Et un détail devrait inquiéter particulièrement les Américains. Pendant que les États-Unis vidèrent leurs réserves, leur plus grand rival était occupé à en remplir une. La Chine a passé les dernières années à acheter du brut pour le stocker. Ces achats à eux seuls ont contribué à maintenir les prix mondiaux élevés. Lors du prochain choc, la Chine disposera d'une réserve encore plus importante. Le pays qui extrait le plus de pétrole au monde disposera d'une réserve plus réduite. Et ce n'est pas un signe de force. Depuis 50 ans, chaque président a promis une forme d'indépendance énergétique. L'expression sonne bien dans un discours. Cela dépeint une nation qui subvient elle-même à ses besoins énergétiques, ne dépend de personne et est à l'abri de la prochaine rupture d'approvisionnement pétrolier.
Le boom du schiste semblait l'avoir rendu possible. Les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole en 2020, vendant plus à l'étranger qu'ils n'en importent. Sur le papier, l'indépendance était atteinte. Vendre plus de barils que l'on en achète, cependant, ce n'est pas la même chose que d'agir seul. Depuis environ 2020, le discours a changé. L'indépendance énergétique est devenue la domination énergétique. Et c'est plus honnête qu'il n'y paraît, car la domination n'est pas l'autosuffisance. C'est avoir besoin que le reste du monde reste dans le rang. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MathPack.